Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team de Zéro. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation et je suis une fois de plus accompagné de Dr B. Quoi de neuf, docteur? Salut la team des zéros, salut Francis, je vais super bien. Ça fait un bon bout déjà. En tout cas, je suis content de vous retrouver et puis voilà. Super, étant donné qu'une équipe de football est censée évoluer, j'ai donc le plaisir d'accueillir notre nouvelle recrue, Rodrigue. Bonjour, bonsoir Rodrigue. Ça va Francis, et j'espère que toi aussi tu vas bien. Je suis très heureux d'être sur le plateau de la team des Zéros. Parfait. Au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Par la suite, nous aurons le débat du jour qui sera consacré à Kylian Mbappé. Est-ce que l'élimination du Real Madrid n'acte-t-il pas d'ores et déjà l'échec de la première saison de Kylian Mbappé au sein du club merengue? Et enfin, nous aurons la traditionnelle rubrique validée, pas validée. Prêt pour ta première, Rodrigue? Ouais, je suis prêt. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je constate que, hormis la double confrontation entre le Real Madrid et Arsenal, le moins que l'on puisse dire, Dr B, c'est que dans les autres quarts de finale, les scénarios ont été totalement différents entre les matchs allés et les matchs retour. Selon toi, à quoi est dû ce changement de situation entre les matchs allés et les matchs retour? Ouais, des scénarios complètement fous, invraisemblables au vu des matchs allés, surtout concernant les deux matchs de mardi, notamment ceux du Barça et du PSG. Tout le monde était sûr que c'était plié dès le match aller, mais bon, on a vécu une soirée pleine d'émotions et de rebondissements. Mais après, on s'en plaint pas, c'est ça le foot, c'est pour ça qu'on aime ce sport, riche en émotions. Je ne vois pas quel autre sport, voilà, ça c'est sans manquer de respect aux amateurs de basket, pourrait procurer autant d'émotions. En tout cas, c'est pour ça qu'on aime ce sport. Super. De ton côté, Rodrigue, comment expliques-tu la différence entre la manière avec laquelle certaines équipes ont dominé les matchs allés et la manière avec laquelle elles se sont comportées dans les matchs retour? Bon, je pense que vu les écarts en termes de score au match aller, les équipes ont voulu faire tourner. Je pense notamment à Barcelone qui a dû reposer Inigo Martinez et Pedri. Et ça a eu une incidence sur le jeu. On a pu le voir. Maintenant, aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc, toutes les équipes viennent et jouent leur atout. C'est logique, ce qu'on a vu. D'accord. D'accord, c'est parfait. Je note aussi que depuis la saison 2022 de Ligue des Champions, le fait qu'il n'y ait plus de but à l'extérieur, j'ai l'impression que ça joue aussi un rôle pertinent par rapport au rebondissement. J'ai l'impression que les équipes ont de moins en moins de difficultés à aborder le match retour malgré un écart au score qui est conséquent. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer un rôle, Rodrigue? Naturellement, on allait avant avec un avantage. Si j'ai joué à l'extérieur à l'aller et que j'ai gagné, et normalement, je viens à domicile jouer avec 2 fois le score. Aujourd'hui, cet avantage ne compte plus. Les matchs, ce sont des matchs à zéro. D'accord, c'est parfait. Donc là, on va aller directement sur le vif du sujet. On va commencer par l'affiche qui opposait le Paris Saint-Germain à Aston Villa. Après la magnifique victoire des hommes de Luis Enrique sur le score de 3-1 au Parc des Princes, le moins que l'on puisse dire, Dr B, c'est que le match retour a été très surprenant. Oui, match retour très surprenant dans l'ensemble, mais moi je retiendrai plus la deuxième mi-temps parce que voilà, à la mi-temps de ce match où le PSG mène 2-1, on m'aurait dit, j'aurais pas parié que le scénario aurait basculé de cette façon. On aurait cru que les anciens démons, notre fameux PSG, ont surgi. Mais bon, heureusement, voilà, défaite, mais tout se passe bien pour eux à la fin. Ils arrivent à tenir les un but de différence entre les deux équipes. Ils arrivent à se qualifier. Je vais retenir la qualification, mais à côté, la deuxième mi-temps, elle est vraiment honteuse. D'accord, c'est parfait. Rodrigue, comment expliques-tu le fait que le Paris Saint-Germain livre une prestation XXL lors des 20 premières minutes, en menant par 2-0, et puis subitement, on a l'impression qu'ils se sont totalement écroulés face à cette équipe d'Aston Villa?
Le Paris est une équipe jeune. C'est logique, vu les résultats du match, vu le résultat du match aller, qui était largement en leur faveur, et la première mi-temps de ce match retour, qui était encore à leur faveur. C'est une équipe jeune. Il est logique qu'ils tombent dans la facilité. Mais après, avec la gestion de Luis Enrique, qui est un entraîneur quand même qui a une certaine expérience, ils ont pu sauver les murs. D'accord, donc si je comprends bien, pour toi, c'est uniquement dû à la jeunesse de l'effectif qui, je précise, et je parle sous votre contrôle, est l'effectif le plus jeune de la Ligue des Champions cette année, avec celui du Barça, si je ne me trompe pas. Et tu as l'impression, pour toi, qu'ils n'ont pas eu, à un moment donné, peur de Aston Villa. C'est juste la suffisance qui est due à la jeunesse. Oui, je peux l'affirmer. Ils n'ont pas eu peur de Aston Villa. On le voit dans l'entente du match. Vous savez, jouer en Angleterre, c'est toujours difficile, surtout pour des matchs retour. Le public, il est assez bruyant, donc ils n'ont pas eu peur. C'est juste l'inexpérience qui a joué. D'accord. Alors, Dr B, en tant que spécialiste du Paris Saint-Germain, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'impression qu'il se pourrait que le PSG soit éliminé? Tu vas pas me dire que tu n'as pas tremblé. Quand tu as vu les buts marqués successivement à la 55e et à la 57e minute de jeu, consécutivement, le raté de Asensio, le raté de comme ça, est-ce qu'à un moment donné, tu ne t'es pas dit on va être éliminé? Bon, dire que je n'ai pas tremblé, ce serait mentir. Mais j'avoue que j'ai pas pensé à l'élimination parce qu'on avait encore un but de marge. En fait, je savais qu'à un moment donné, même si Aston Villa aurait marqué le quatrième but, un seul but les aurait enterrés. Je pense que le PSG a montré des fulgurances avec ses années précédentes. Mais comme Rodrigue l'a si bien dit, la gestion de Luis Enrique, trouve, voilà, aujourd'hui, on trouve toute la différence dans la gestion. Comment le PSG a pu gérer après le 3-2? Ils ont repris leur jeu habituel, le contrôle du ballon, faire sortir Aston Villa, les faire courir. Et puis voilà, aujourd'hui, on a un grand Donnarumma. Il faut le dire aujourd'hui. Il a tant été décrié, mais voilà, pour moi, c'est le sauveur du PSG. D'accord, super. En plus de cela, j'ai l'impression que Luis Enrique a beaucoup plus responsabilisé son effectif parce qu'il n'a fait qu'un seul changement. Généralement, lorsqu'une équipe prend l'eau, on a tendance à faire le maximum de changements pour essayer de réveiller l'équipe. Mais j'ai l'impression que dans sa gestion de responsabiliser les joueurs, il leur a laissé se débrouiller tout seul. Et c'est vrai qu'une fois de plus, ses choix se sont avérés pertinents parce que la rentrée de Désiré Doué a permis de conserver le ballon. Mais est-ce que cette contre-performance en termes de défaite face à Aston Villa n'est pas plutôt un mal pour un bien pour l'avenir du Paris Saint-Germain, Rodrigue? C'est un mal pour un bien parce que c'est une équipe qui, depuis le début de cette année, n'a pas connu de difficultés. Ils sont déjà champions de France. Cette équipe vient étant championne de France. Donc, ça permet quand même de modifier un certain nombre de choses en vue des demi-finales qui seront vraiment corsées avec Arsenal. Arsenal qui a déroulé sur l'ensemble des deux matchs face au Real. Donc, ça permet de modifier un certain nombre de choses. Et il faut dire que Doué, dans cet effectif, c'est un leader. Donc, le faire entrer à ce moment-là, c'est un signe fort donné à son effectif. Luis Enrique, c'est un coup de chapeau. D'accord, c'est parfait. Docteur B, on va clôturer avec toi par rapport à ce match entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Quel est ton regard sur le discours des joueurs du PSG après la rencontre, qui étaient très déçus de leur performance? Je vois la scène qui me vient à l'image de Ousmane Dembélé qui n'est pas très content de recevoir son titre de meilleur joueur car il estime déjà d'une part que cela doit revenir à Donnarumma, mais d'autre part, il le dit aux journalistes de Canal+, qui ne sont pas satisfaits de leur match car ils sont entrés dans trop de suffisance. Est-ce que tu estimes que ce comportement perfectionniste des joueurs du Paris Saint-Germain est synonyme de réussite pour l'avenir? L'équipe du PSG, bien qu'elle soit jeune, je pense que les joueurs ils sont conscients qu'ils ont fait un match, non, plutôt une deuxième mi-temps catastrophique. Mhm. S'ils en viennent à l'avouer en zone mixte juste après le match, ça veut dire ils en sont conscients. Voilà, ça s'explique par voilà, Vitinha, taulier du milieu de terrain, qui fait très peu d'erreurs, qui s'est retrouvé en train de faire des talonnades dans la surface qui se sont avérées dangereuses. Effectivement. D'ailleurs, il a même été repris à plusieurs reprises par Lucien. Exactement, exactement. Il y a aussi Pacho qui fait très, très, très peu d'erreurs, qui passe très rarement à côté de ses matchs. Son match,
il était claqué. Catastrophique. Ça peut arriver à un moment dans une saison, il y a la fatigue, on est en fin de saison, c'est les 2 derniers mois les plus importants de la saison. Donc, on va être indulgent avec eux, voilà. Je crois qu'ils vont se ressaisir. C'est un excès de confiance. Ils vont se ressaisir, voilà. Ils sont conscients que la tâche s'avérera difficile contre Arsenal. C'est vraiment un mur. Tellement l'équipe d'Arsenal est compacte. Voilà, Luis Enrique sait à quoi s'attendre. Déjà qu'ils se sont affrontés pendant la phase de groupe. Défaite cuisante à l'Emirates 2-0. Donc, je crois qu'ils vont préparer le match. Et voilà, je pense on s'est attardé sur l'équipe du PSG, mais je vais souligner ici je sais pas si je vais appeler ça le mauvais management, mais je pense Unai Emery sur ce coup, bien qu'il s'en sorte avec la victoire, mais il est éliminé franchement pour des décisions, pour moi, qui n'ont pas de sens. Je comprends pas avec les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps de Rashford, comment il peut sortir. Il D'accord. était dans toutes les figurances qui mettaient le PSG au sol. J'ai pas compris ce remplacement. Il fait pas entrer Oli Watkins à temps. Bref, il y a eu beaucoup de mauvais choix de sa part, à mon humble avis. D'accord, donc là, nous allons passer à la seconde affiche qui voyait le Borussia Dortmund recevoir au Signal Iduna Park le FC Barcelone. Après avoir magnifiquement triomphé sur le score de 4-0 au match aller, le moins que l'on puisse dire, Rodrigue, c'est que le match retour a été compliqué pour le FC Barcelone. Compliqué, c'est peu dire, ce serait un euphémisme. C'est très compliqué pour le Barça parce que on se rend compte de certaines fébrilités au niveau de notre défense et normalement, on doit travailler dessus afin de pouvoir aller chercher le Graal, pourquoi pas? Parce qu'on veut vraiment le Graal du côté de Barcelone ces derniers temps. Ça fait 10 ans quand même la dernière. Donc, je crois que ce match, c'était un match très difficile. Et il faut dire, avec l'enceinte, le Signal Iduna Park, c'est une enceinte mythique. On vient pas au Signal Iduna Park et on fait reposer des joueurs. Comme Pedri. D'accord, c'est parfait. Docteur B, comment tu expliques le fait que le Barça, après sa magnifique démonstration au match aller sur le score de 4-0, qui était invaincu en 2025, se soit autant écroulé à Dortmund? Bah, c'est très facilement explicable. Le Barça a d'énormes failles défensives que le Borussia Dortmund a très bien exploitées. C'est surtout qu'il marque tôt dans le match. Je pense qu'il marque à la 8e minute. Effectivement. Donc, de quoi donner les espoirs non seulement aux joueurs, mais à tout le public. Et comme Rodrigue l'a dit, le Signal Iduna Park, c'est un enfer. Dans ces conditions-là, c'est juste injouable. Le Barça même s'en sort très bien en évitant le 4e but qui aurait pu leur créer une grosse frayeur à la fin du match. Et en plus du plan défensif, je pense que même sur le plan offensif, ils ont gravement péché parce qu'ils n'arrivent pas à marquer un seul but. Pendant tout le match, même le but qui leur a attribué, c'est un CSC. Oui, c'est encore. Donc c'est compliqué. Pourtant, tous leurs attaquants habituels étaient titulaires. Donc je ne vais pas me reposer sur la seule absence de Pedri, bien qu'elle ne soit pas négligeable, mais c'est pas suffisant. Ça montre bien qu'il y a d'énormes failles au niveau de cette équipe. Et il y aura fort à faire pour soulever le Graal. Je sais qu'ils ont hâte, ça fait 10 ans aujourd'hui. Effectivement. 10 ans, c'est court, hein? Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a le PSG qui a jamais gagné. Il y a Arsenal. Ça fait 19 ans, ils n'ont pas vu les demi-finales. C'est l'Inter qui a des airs de l'Inter 2010. D'accord, c'est super. Rodrigue, par rapport à la défaite du FC Barcelone à Dortmund, est-ce que cette défaite ne symbolise pas les limites du football prôné par Hansi Flick? Parce qu'ils ont encaissé plusieurs buts de par les passes en profondeur et le système du hors-jeu qui est prôné par Hansi Flick. Je tiens à préciser que dans ce match, 2 buts ont été refusés pour le Borussia Dortmund. Est-ce que ce match-là n'est pas une sorte d'alerte par rapport au jeu prôné par Hansi Flick? Non, je ne pense pas. Je pense que on parlerait plutôt de profondeur de banc de touche. La profondeur du banc de touche de Barcelone n'est pas encore celle qu'elle devait être parce que le jeu prôné par Hansi Flick du hors-jeu, le joueur dépositaire de ce jeu, c'est Inigo Martinez. Lorsque Inigo est titulaire, vous avez autant de hors-jeu que possible. Puis après, on peut jouer sur 20 minutes, aucun tir de la part de Barcelone, juste parce que ça n'arrive pas à se trouver, ça n'arrive pas à trouver de bonnes transitions par l'absence de Pedri. Donc, Barcelone part dans ce match avec 2 atouts majeurs
sur le banc de touche. Il est logique qu'après, ça paye cash. Et il donne de la confiance au Borussia Dortmund. On encaisse avant la 30e. Il est logique que le Borussia Dortmund déroule après. D'accord, c'est parfait. Donc, Rodrigue reste sur sa position. Ce sont les changements prônés par Andy Flick qui ont engendré cette contre-performance. Je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord, Dr. B. Bon, après, les statistiques parlent pour lui. Il est premier des Ligas, il est qualifié pour la demi-finale des C1. La première fois en 6 ans, je tiens à préciser. En 6 ans, donc on ne va que lui donner raison, sauf que c'est un jeu à haut risque. Contre une équipe qui va très vite en transition, ça risque d'être compliqué. Je pense notamment à une équipe comme le PSG, avec des milieux de couloir qui sont très virevoltants. Donc, juste un petit espace, et voilà, ça peut leur faire très mal à la défense. Inigo Martinez reste un homme, ce n'est pas un sérum. Donc, ça peut arriver une fois, et voilà, ça change totalement un match. Et surtout, dans ce genre d'occasion, c'est très facile de prendre un rouge. Parce que le dernier défenseur est très souvent obligé de faire faute pour éviter un but. Donc, ça reste un système très risqué. Mais bon, tant que ça lui sourit, bah, D'accord, pas c'est de parfait. problème, quoi. Alors, Rodrigue, je terminerai par là par rapport à ce match entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Est-ce que, selon toi, cette première qualification du FC Barcelone pour les demi-finales en 6 ans ne signe pas le grand retour du FC Barcelone? Oui, je peux dire que ça signe le grand retour du FC Barcelone. C'est un FPG Barcelone made in Marcia. D'accord. La majorité des joueurs viennent de la Marcia, du centre de formation. Et je crois que cet effectif va arriver à maturité dans les 2 prochaines années. On pourra voir un meilleur Barcelone que possible. Il faudra juste ajuster un certain nombre de choses avec le retour de Marc Bernal. Des retours comme ça vont peser dans Casado aussi, qui ont Casado aussi, également croisé. ouais, vont peser dans le milieu des terrains et peut-être ajouter une doublure à Koundé pour avoir réellement cette profondeur de banc de touche dont on parlait. Une profondeur qualitative, pas quantitative uniquement. Parce que là, elle est quantitative avec des Arroyo. C'est pas trop ça cette saison. Depuis l'année dernière, c'est lui qui sort le Barça en quart de finale contre le Paris. Comment ça, c'est Araujo qui sort le Barça? Oui, sa faute sur Barcola, il la fait pas. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que s'il n'y avait pas la faute du défenseur du Barça, le PSG serait éliminé? Oui. Sans doute, on aurait joué à 11 contre 11, on aurait encaissé probablement ce but. Il aurait aussi eu confiance à Ter Stegen et peut-être on n'aurait pas encaissé. Là, on va reconstruire le monde, là. Il n'avait pas, on n'aurait pas, Je tiens juste à préciser que ça n'a rien de scientifique, ça. Je tiens à préciser que, comme le dit un grand philosophe camerounais, l'histoire est têtue. Et justement, ce philosophe a eu à jouer dans une équipe qui a justement disputé une demi-finale retour contre le FC Barcelone à 10 contre 11. Et ils se sont quand même qualifiés. Je parle de l'Inter de Milan de José Mourinho. Donc, je ne vois pas pourquoi le FC Barcelone, à domicile, à 10 contre 11, n'aurait pas pu quand même éliminer le Paris Saint-Germain avec un but d'écart. Une équipe jeune, Francis. Le FC Barcelone, l'année dernière, c'est Tout comme l'équipe du Paris Saint-Germain. l'équipe la plus jeune de la compétition avec une moyenne d'âge inférieure à 25 ans. C'est une équipe totalement immature. D'accord. De toutes les manières, ce qui est sûr, c'est qu'on note la progression du FC Barcelone. L'année dernière, ils sont sortis deuxième de Liga et éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions. Cette année, ils sont leaders en Liga et ils sont l'un des favoris pour le trophée final de la Ligue des Champions, vu qu'ils sont en demi-finale. Sans oublier qu'ils sont toujours en lutte pour tous les trophées, que ce soit la Liga ou encore la Coupe du Roi, et qu'ils ont déjà remporté la Supercoupe d'Espagne.